Bonjour, je vous remercie d'être venu écouter la conférence qui, j'espère, pourra susciter quelques questions de votre part. Alors, je me présente un petit peu, sans vanité, j'espère. Donc, la conférence sera sur Joseph de Maistre, puisqu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai fait une thèse sur cet auteur, thèse qui vient d'être rééditée il y a même pas une quinzaine de jours en format de poche. Vous voyez, on est en pleine actualité éditoriale et il y a à peu près 3 semaines, j'ai écrit aussi un tout petit livre chez un autre éditeur sur la question des droits de l'homme vu par Joseph de Maistre. Et vous allez voir, je vais en parler dans quelques instants, Joseph de Maistre a été extrêmement critique vis-à-vis de cette déclaration. Et de fait, comme aujourd'hui, nous sommes dans une idéologie qui baigne dans les droits de l'homme, on ne peut plus d'actualité. Alors, petite présentation de Joseph de Maistre. C'était quelqu'un qui était assez connu tout le long du XIXe siècle, siècle où on a édité et réédité ses principaux livres. Par après, au XXe siècle, il est un petit peu tombé dans l'oubli, jusque dans les années 60-70, où il y a un écrivain qui avait une certaine notoriété à l'époque, Sioran, qui a commis un petit livre sur Joseph de Maistre en relançant de fait l'intérêt du public cultivé, envers cet auteur. Mais il faut attendre une date beaucoup plus récente pour que cet auteur revienne un petit peu au devant de la scène. Et il y a de cela quelques années, un professeur en Sorbonne, Pierre Glaude, a publié les principales œuvres de Maistre dans une collection à grand public, la collection à bouquins. Et donc, de ce fait, on peut lire les œuvres de Maistre qui, jusqu'alors, n'était disponible que dans des livres anciens qu'on ne trouvait que chez les bouquinistes. Voilà. Donc, en parlant de Joseph de Maistre, finalement, nous sommes de plein pied avec une certaine actualité éditoriale. J'ai appris hier, en regardant le site de Chiré, que ces éditions, les éditions de Chiré, publiaient aussi une thèse concernant Joseph de Maistre, une thèse de Patrick Malvezin, qui a été écrite, je crois, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, mais qui est toujours, qui a toujours son intérêt, comme tous les travaux portant sur tel ou tel auteur. Plus on a de travaux, meilleur c'est pour se faire une idée de l'écrivain en question. Alors, pour ce qui est de ma conférence, je ferai ça en plusieurs points. Je vais parler d'abord de Joseph de Maistre avant la Révolution française. Ensuite, je présenterai d'une façon, j'espère, la plus simple possible, les réflexions philosophiques et théologiques, plutôt religieuses que théologiques, de Joseph de Maistre. Et je m'y prendrai là, dans cette deuxième partie, en 3 points. Je présenterai la chute, comment Joseph de Maistre montre que l'homme est vicié par le péché originel. Alors, avant la chute, il y a la création, donc la création, la chute et le retour vers Dieu. Et pour clore la conférence, je parlerai aussi d'un livre posthume, presque posthume, de Joseph de Maistre, qui s'appelle Du Pape, dans lequel il parle de l'infaillibilité papale et, comme vous le savez, au Concile de Vatican I, on déterminera, théologiquement parlant, dogmatiquement parlant, cette infaillibilité papale. Alors ceci dit, je vous dis tout de suite que Joseph de Maistre a plutôt des arguments politico-religieux que vraiment théologiques. Joseph de Maistre est un laïc, ce n'est pas un prêtre, donc il n'a pas, la culture théologique spécifique des gens qui ont étudié au séminaire. Néanmoins, sa culture d'honnête homme, comme on disait autrefois, comme on disait à la fin du XVIIIe siècle, est suffisamment vaste pour lui permettre de dire un certain nombre de choses qui méritent notre attention encore aujourd'hui.
Alors Joseph de Maistre, avant la Révolution. Joseph de Maistre est né en 1953 à Chambéry. Alors je rappelle que la Savoie, c'est-à-dire Chambéry et les alentours, ne faisait pas partie à l'époque de la France. C'était une province du royaume du Piémont, un royaume un petit peu curieux puisqu'il y avait une partie italienne, je dirais, puisqu'on parlait italien et la capitale était à Turin, dans le Piémont, et une partie francophone, c'est-à-dire la Savoie et le comté de Nice. Voilà. Donc, avant la Révolution, Joseph de Maistre est, comme on dirait aujourd'hui, le terme n'existait pas à l'époque, mais fonctionnaire en quelque sorte. Hein. Il fait partie du Sénat de Chambéry, du Sénat de Savoie. Alors le Sénat, c'est un terme qui n'a rien à voir avec notre acception aujourd'hui du Sénat. C'est pas du tout un endroit où on délibère pour faire des lois. C'est plutôt une institution judiciaire et administrative. Donc il est chargé des affaires fiscales, des affaires pénales. Il mène une vie relativement tranquille. Son père était déjà président du Sénat, donc sa famille avait une certaine notoriété. Du côté de sa mère, il y avait des ascendants qui avaient connu Saint François de Sales. Donc il est dans une famille bien respectée à Chambéry. Et comme tous les jeunes gens de son époque, il est assez sensible aux idées nouvelles. Il lit, comme beaucoup d'autres, les ouvrages de Voltaire, de Rousseau. Il fait venir des livres de France. Ceci dit, en dépit de ces lectures qu'on pourrait qualifier maintenant de subversives, il est catholique. Catholique pratiquant. Il fait même partie d'une association qui vient en aide aux condamnés, une association, une confrérie plutôt, qui s'appelle les Pénitents Noirs et qui assiste les condamnés à mort lors de leur dernier jour. Mais Joseph de Maistre, donc avant la Révolution, hein, je précise bien, est aussi franc-maçon. Alors ça peut nous surprendre puisque Joseph de Maistre aujourd'hui est présenté comme un défenseur du catholicisme, un défenseur de l'infaillibilité papale. Donc comment peut-on comprendre qu'un tel jeune homme ait pu être franc-maçon, hein, ça paraît, comment dire, aller contre le bon sens. Alors, pour répondre à cette question, il faut remettre les choses dans leur contexte. La franc-maçonnerie de l'époque n'est pas la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Pour Joseph de Maistre, il s'en explique par après dans plusieurs lettres, il y avait un but philanthropique, hein, les loges venaient en aide caritativement, si je puis dire, aux pauvres et essayaient d'insuffler, comment dire, une espèce de spiritualité, d'énergie, en tout cas, dans des milieux où finalement la religion semblait un petit peu tiède et on allait chercher du côté de la franc-maçonnerie une espèce, comment dire, de renouveau, même si par après Joseph de Maistre a reconnu être dans l'erreur, bien entendu. Joseph de Maistre cherchait dans la franc-maçonnerie plutôt l'ésotérisme, plutôt la lecture de quelques livres qui étaient aux franges, aux marges en quelque sorte du catholicisme. La franc-maçonnerie lui a permis de connaître des gens comme Louis de Saint-Martin, qui était un théosophe, comme on disait à l'époque, et des gens qui étaient assez originaux dans leur type de pensée, qui pouvaient pour certains être hostiles à l'Église en tant que telle, mais qui étaient en tout cas déistes, hein, qui n'étaient pas, loin de là, contre la religion. Alors en tant que franc-maçon, il est resté plusieurs années en loge, Joseph de Maistre a fait quelques travaux, il nous en reste un, qui est un mémoire qu'il avait écrit pour le grand maître de la franc-maçonnerie, pour un convent qui devait se tenir en, je ne me rappelle plus quelle date, enfin c'était avant la Révolution, et dans son texte, il préconisait plusieurs buts
à la franc-maçonnerie, d'abord la bienfaisance, hein, c'est-à-dire l'aide aux plus démunis, mais aussi il proposait aux francs-maçons la réunification des églises, d'œuvrer à la réunification des différentes églises protestantes, catholiques et autres, pour arriver finalement à une espèce d'union plus forte. Donc Joseph de Maistre, bien que franc-maçon, est chrétien. Alors bien entendu, chacun sait que la franc-maçonnerie a été condamnée par différents papes. Alors comment concilier son catholicisme et l'appartenance à la franc-maçonnerie? Comment répondre à cela? Joseph de Maistre ne le dit pas vraiment lui-même. On peut remarquer, ceci dit, qu'à l'époque, nous sommes toujours avant la Révolution, l'influence du pape est moindre qu'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'en France, par exemple, alors Joseph de Maistre est en Savoie, bien sûr, mais en France, le gallicanisme fait que ce que dit l'Église de France, à l'époque, je précise, est plus important que ce que disait le pape. Les choses s'inverseront par après, au XIXe siècle, mais le pape, tout respecté qu'il était, finalement a moins d'influence, il ne faut pas l'oublier. Donc, en récapitulant, Joseph de Maistre, avant la Révolution, mène une vie relativement confortable. Il est catholique, il s'est marié, il fait au mieux sa fonction de sénateur. Il est aussi admirateur, comme beaucoup de jeunes gens de l'époque, de la monarchie anglaise, ce qui n'est pas étonnant, puisque Voltaire et quelques autres sont aussi, à leur manière, des admirateurs de la monarchie anglaise. C'est-à-dire que ces gens-là, les jeunes de l'époque, baignent un petit peu dans les idées de leur temps, ce qui est naturel. Arrive la Révolution française. Donc, la deuxième partie. La Révolution française va être un choc pour Joseph de Maistre. Un choc à tous les points de vue. Un choc dans sa vie personnelle, puisque Joseph de Maistre est noble, donc, d'une noblesse récente, puisque c'est son père qui a été anobli. Et la Révolution française, de par sa radicalité, va effrayer tous ceux qui, avant la Révolution, avaient des idées réformistes, comme on pourrait dire aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que Joseph de Maistre admirait la monarchie anglaise. Peut-être a-t-il espéré au tout début de la Révolution qu'il y aurait des aménagements de la royauté française pour être comme la monarchie anglaise, mais au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, Joseph de Maistre et tout le monde s'est aperçu d'une radicalisation de cette révolution, radicalisation politique, radicalisation anti-religieuse, et beaucoup de gens ont changé d'avis dans leurs idées en se rendant compte que la Révolution ouvrait des portes assez démoniaques. Alors, je vous disais que ça a affecté sa vie personnelle, puisque en septembre 1792, les troupes révolutionnaires françaises, conduites par le général de Montesquieu, envahissent la Savoie militairement. Il n'y a quasiment pas de résistance de la part du royaume de Piémont. Les troupes savoyardes battent en retraite quasiment tout de suite, quasi sans combat. Donc la Savoie devient un département français et le régime républicain s'installe. Alors les royalistes ont le choix entre ne plus être royaliste, c'est-à-dire accepter le nouveau régime, soit émigrer. Et donc Joseph de Maistre, par fidélité à son roi, choisit d'émigrer. Donc il abandonne tous ses biens, il abandonne aussi sa fonction, et va pendant quelques années être en Suisse, d'une façon très précaire d'ailleurs au début, puisqu'il ne vivra que d'emprunts, très modestement, et au bout de quelque temps, il recevra quand même quelques subsides du gouvernement de Savoie,
en échange d'un rôle en Suisse qui équivaudrait peut-être à ce qu'est un consul aujourd'hui, et aussi un agent de renseignement, hein, essayer de savoir ce qui se passe dans la Savoie devenue française et informer le gouvernement de Turin. Alors, ça se passait assez mal pour Joseph de Maistre, hein, puisque le gouvernement de Turin se méfiait un petit peu de lui, puisque justement, il avait été franc-maçon, hein, et que le gouvernement de Turin n'appréciait guère, évidemment, ce genre d'activité. Alors, Joseph de Maistre a essayé de se justifier, hein, dans ses lettres. Il explique que ce n'était qu'une niaiserie, hein, et que la franc-maçonnerie de Chambéry n'avait qu'un rôle philanthropique. Bon, il essaye de se défendre comme il peut. Donc, sa situation n'est pas très facile. Alors, il essaie aussi, quand il est en Suisse, hein, de faire de la propagande royaliste, propagande qui serait diffusée sous forme de brochures clandestinement en Savoie pour inciter les Savoyards à rejeter le nouveau régime, hein, et à être fidèles au roi de Piémont en espérant un retour du roi de Piémont sur ses terres. Mais la situation militaire a balayé tous ces espoirs, puisque, comme vous le savez, le général Bonaparte a enchaîné victoire sur victoire en Italie, et le royaume de Piémont finalement s'est désagrégé pour ne plus avoir que les terres de Sardaigne, ce qui fait que le roi du Piémont s'est retrouvé seulement, si je puis dire, roi de Sardaigne. Alors, pour ce qui est de l'intellectualité, de la réflexion, Joseph de Maistre, grâce à la Révolution, ou à cause de la Révolution, a émis un certain nombre de critiques qui sont toujours intéressantes aujourd'hui. Il a fait lui-même un livre concernant la Révolution qui s'appelle « Considérations sur la France », qu'il a publié en 1797, livre qui, sur le moment, n'a eu que peu d'écho puisqu'il a été tout de suite interdit le livre a été interdit par le général Bonaparte. Hein. Mais que disait ce livre-là? En quoi est-il intéressant, ou était-il intéressant déjà à l'époque? Ce n'est pas le seul à avoir écrit des livres sur la Révolution, bien sûr. Hein. Lorsque la Révolution a éclaté, beaucoup de gens l'ont critiqué. À commencer dès 1789 par l'anglais Burke, Edmund Burke, qui a écrit ses réflexions sur la Révolution française, où il a montré que la Révolution française était quelque chose de détestable, puisque les révolutionnaires, là je résume la théorie de Burke, les révolutionnaires se fondaient uniquement sur des arguments théoriques au lieu de prendre en compte l'expérience. Et pour Burke, en politique, la seule chose qui vaille, la seule chose qui compte, c'est l'histoire, c'est l'expérience. On ne peut pas, sur un bout de papier, changer les mentalités, il faut tenir compte du concret, et Burke disait que la Révolution française était condamnée à l'échec. Alors, c'est un peu surprenant de la part de Burke, hein, puisque Burke était un député anglais qui avait approuvé l'indépendance des Américains. On aurait pu s'attendre à une approbation de sa part de la Révolution française, mais pas du tout. Hein. Les deux révolutions, américaine et française, dans l'esprit de Burke, sont radicalement différentes, ne sont absolument pas comparables. Hein. Tout le monde sait que les États-Unis étaient un pays neuf, ce qui n'est pas le cas de la France, bien entendu, qui avait déjà des siècles et des siècles d'existence derrière elle. Alors, d'autres que Burke avaient aussi critiqué la Révolution française, des gens qui avaient participé au début de la Révolution, comme Mallet-Dupan, et encore quelques autres. Mallet-Dupan a aussi fait des critiques de la Révolution française en montrant que les révolutionnaires se fourvoyaient en se radicalisant et que ça allait aboutir à une catastrophe. Mais si on regarde les écrits de Burke, si on regarde les écrits de Mallet-Dupan et de quelques autres encore, ceux de Rivarol par exemple, hein, on s'aperçoit que ce sont des écrits
plutôt politiques, hein, quelquefois philosophico-politiques, hein, comme celui de Burke. Mais Joseph de Maistre ajoute quelque chose d'autre, et c'est ce qui fait la force de son livre, c'est qu'il juge la Révolution française d'un point de vue religieux. Pour lui, la Révolution française n'est pas simplement une péripétie politique, c'est un châtiment divin. Hein. C'est-à-dire que pour Joseph de Maistre, Dieu intervient dans l'histoire des hommes, une idée qui n'est pas nouvelle, hein, puisque Bossuet l'avait déjà exposé dans son discours sur l'histoire universelle. Bien avant Bossuet, saint Augustin avait fait de même dans la Cité de Dieu, lorsque l'Empire romain avait été envahi par les barbares. Donc Joseph de Maistre reprend cette idée d'un châtiment divin et il l'applique à la Révolution. Ah, la Révolution est un châtiment divin. Alors ça explique bien des choses. Par exemple, le succès incroyable des révolutionnaires, les succès militaires, les succès politiques, la médiocrité des acteurs de la Révolution. Comment se fait-il que des hommes aussi médiocres que les orateurs révolutionnaires aient pu avoir le pouvoir et tout transformer et imposer un bouleversement à ce point total de la France? Comment est-ce possible? Comment un tel succès est possible? Alors pour Joseph de Maistre, hein, les révolutionnaires ne sont que des instruments dans les mains de Dieu, et Dieu se sert de ces vils instruments pour châtier, hein, la France. Alors pourquoi châtier la France? Alors, dans le châtiment, hein, je vous rappelle que le châtiment implique une régénération, hein, qui aime bien châtie bien. Il y a dans le châtiment une idée d'éducation. C'est que la France, en tant que pays chrétien, avait une mission, hein, c'est-à-dire de défendre le mieux possible la religion chrétienne, et les rois de France ont toujours soutenu la religion catholique. Les rois de France ont soutenu le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent les papes, et en tout cas toujours la chrétienté, le catholicisme. Mais la France a trahi sa mission. Elle a trahi sa mission en devenant révolutionnaire. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Joseph de Maistre énonce les causes de cette future trahison qui est la Révolution. Il remonte assez haut, hein, puisqu'il remonte au protestantisme. Pour Joseph de Maistre, le protestantisme est une hérésie vraiment dangereuse, puisque le protestantisme a introduit l'esprit d'examen personnel, c'est-à-dire que tout un chacun pouvait de lui-même se faire sa propre idée du christianisme, alors que pour Joseph de Maistre, ce qui compte, c'est la tradition. Hein, on n'interprète pas tout seul les textes religieux, il faut être éclairé par l'autorité de l'Église, par l'autorité du magistère, des conciles, donc de la tradition, et le protestantisme va en quelque sorte refuser tout cela en préconisant le libre examen, en préconisant la réflexion individuelle, et tout cela est fort dangereux. Joseph de Maistre critique aussi le jansénisme, qui est dans un autre genre aussi une hérésie, le jansénisme qui préconise une religion trop dure, trop difficile, pas assez conciliante avec la nature humaine, et ça pourrait décourager pas mal de chrétiens. Et effectivement, si on voit ce qu'est devenu le jansénisme, non pas de Pascal, mais celui du siècle d'après, les jansénistes se retrouveront souvent parmi les opposants à la monarchie. Alors, philosophiquement, il y a aussi le sensualisme et le matérialisme de la philosophie dite des Lumières. Alors, qu'est-ce que c'est que le sensualisme? C'est cette idée, finalement, que nos idées, que notre réflexion ne serait rien d'autre que l'effet de nos sensations. Par exemple, on reçoit
telle ou telle information par les yeux, par l'oreille, par les sens, etc. Ces sensations arrivent dans notre cerveau et par le mécanisme de l'esprit se transforment en idées. Donc il y aurait là-dedans une espèce de mécanisme qui fait que si on a telle ou telle idée, ce n'est pas nous qui décidons d'avoir telle ou telle idée, nous ne sommes pas vraiment maîtres de nos idées, ce serait une espèce de mécanisme qui viendrait en dépit de nous-mêmes, dans notre esprit, qui nous ferait avoir telle ou telle idée. Donc on est vers la voie du matérialisme. Locke n'est pas complètement matérialiste parce qu'il garde quand même cette idée qu'il peut y avoir une initiative dans notre esprit malgré tout, mais le pas sera vite franchi par ses successeurs philosophiques qui feront de l'homme une espèce de mécanisme, ce qu'on appelle le matérialisme. Matérialisme, c'est que tout est matière, y compris notre cerveau. Donc ces idées-là sont à la mode à la fin du XVIIIe siècle, et évidemment l'effet de toutes ces idées est d'amoindrir l'Église, d'amoindrir l'influence de l'Église, d'amoindrir l'influence de la religion, et chez beaucoup de philosophes du XVIIIe siècle, de lutter carrément contre la religion. Vous vous rappelez que Voltaire détestait l'Église catholique et qu'il détestait le Christ. Voltaire était déiste, il disait oui, il y a un Dieu, mais un peu comme un horloger qui a créé une horloge, ça n'a rien à voir avec le Dieu de l'Église. Donc toutes ces idées ont quand même beaucoup d'impact et ont participé à cette éclosion politique qui est la Révolution française. Selon Joseph de Maistre, la Révolution française, c'est l'aboutissement concret, politique, de la philosophie des Lumières. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, dans ce choc de la Révolution, qui fait réfléchir Joseph de Maistre, c'est sa critique de Rousseau et sa critique des droits de l'homme. Alors c'est lié à Rousseau, qui a eu une influence considérable à la fin du XVIIIe siècle, alors pas seulement en tant qu'écrivain politique, mais aussi en tant qu'écrivain littéraire, avec la Nouvelle Héloïse, avec l'Émile. Et pour les révolutionnaires, le livre de référence de Rousseau sera le Contrat social. Alors que préconise Rousseau? Alors pas seulement Rousseau, avant lui il y avait eu Locke, avant il y avait aussi Hobbes, qui d'une manière ou d'une autre ont fait des théories qui ressemblent un petit peu à celles de Rousseau. Enfin, chacun évidemment a ses spécificités propres. Alors la théorie de Rousseau, comme celle de Locke et comme celle de Hobbes, c'est ce qu'on appelle en histoire de la philosophie, les théories contractualistes. C'est-à-dire que pour eux, toute société devrait être fondée sur un contrat. Un petit peu comme on va chez le notaire, et qu'on signe un contrat. Alors, un contrat, un pacte, le vocabulaire est fluctuant. Alors, pour signer un pacte, il faut que le pacte soit intéressant pour ceux qui le signent, évidemment. Et donc l'idée, c'est qu'une société, c'est l'association volontaire d'hommes égaux, association qui se fait selon différentes règles, de sorte que finalement le résultat de cette association-là soit ce que les révolutionnaires appellent la nation. Et la théorie des droits de l'homme est un exemple de ces théories contractualistes. Si on prend la déclaration de 1789, nous avons 17 articles qui expliquent que l'homme est libre, mais que l'homme est associé aux autres hommes par un certain nombre de droits et de devoirs qui sont énumérés dans la déclaration. Mais quand on lit l'ensemble, on voit que finalement ce n'est qu'une espèce de contrat qui fait que les gens peuvent vivre ensemble sans se taper les uns sur les autres, et c'est suffisant. Et pour les révolutionnaires, c'est ça la nation, c'est une association volontaire d'hommes qui ont les mêmes droits. Alors Joseph de Maistre s'insurge contre cette déclaration, d'abord, en ce qui concerne son titre, la Déclaration des droits de l'homme, Joseph de Maistre dit que l'homme, il n'a jamais rencontré de sa vie, il n'y a pas d'homme.
hein. Ça n'existe pas, l'homme. Il a rencontré, dit Joseph de Maistre, des Français, il a rencontré des Russes, il a rencontré des Italiens, mais l'homme, avec une majuscule, c'est un être abstrait qui n'existe nulle part, hein. Et donc, en politique, on ne peut pas raisonner sur l'abstrait, il faut raisonner sur du concret, et le concret, c'est l'histoire qui nous montre ce que c'est, et un pays comme la France a plusieurs siècles d'existence, et pendant ces siècles ont été élaborés lentement mais sûrement un certain nombre de coutumes, un certain nombre de traditions, une certaine culture, surtout une religion bien sûr, hein, qui fait que tout cela peut tenir, et la Déclaration des droits de l'homme balaye tout cela, hein. Dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas besoin d'avoir telle ou telle religion, il n'y a pas même besoin d'être ceci ou cela, c'est un homme abstrait dont il est question. Donc, pour Joseph de Maistre, cette théorie des droits de l'homme ouvre la porte, finalement, à bien des dangers, et je vous ai dit tout à l'heure que la Savoie avait été envahie par les troupes révolutionnaires en 1792, et les révolutionnaires prétendaient libérer la Savoie en apportant la liberté des droits de l'homme. Résultat, ce n'a été qu'une sorte de dictature des gens bien en vue du comité de salut public, hein, rien à voir avec une prétendue liberté. De toute manière, le vice rédhibitoire, le vice principal des droits de l'homme, c'est de conférer la souveraineté au peuple, à la nation, alors que pour Joseph de Maistre, toute autorité ne peut venir que de Dieu. C'est-à-dire que pour Joseph de Maistre, l'autorité est transcendante, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus des hommes, que cette autorité nous impose un certain nombre de règles morales, de vérités morales, vérités qui ne dépendent pas de notre caprice, qu'on ne peut pas inventer. Donc il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et c'est Dieu qui institue, si je puis m'exprimer ainsi, toutes ces valeurs transcendantes qui font la religion catholique. Voilà, donc la Déclaration des droits de l'homme, c'est ce qu'on appellera beaucoup plus tard, hein, la laïcisation finalement de la vie spirituelle, autrement dit la négation de toute spiritualité chrétienne. Alors, donc vous voyez, pour terminer cette deuxième partie, la Révolution française a été un petit peu le choc qui a amené Joseph de Maistre à complètement changer ses positions antérieures, et il s'est rendu compte de la nocivité, finalement, de toutes les idées de la philosophie des Lumières, idées qui parfois étaient portées par des bonnes intentions, mais qui étaient lourdes de conséquences néfastes, négatives, que souvent leurs auteurs eux-mêmes ne voyaient pas. Alors, après avoir parlé de la critique des droits de l'homme et de la critique de la Révolution selon Joseph de Maistre, je vais essayer de vous présenter, grosso modo, bien sûr, hein, ces réflexions à la fois philosophiques et religieuses. Ces réflexions, nous les trouvons surtout dans son livre posthume qui s'appelle « Les soirées de Saint-Pétersbourg ». Alors pourquoi un tel titre? Il est lié à la vie de Joseph de Maistre, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que lors de la Révolution, Joseph de Maistre s'est installé en Suisse, il y est resté quelques années. Ensuite, eu égard à la pression des autorités françaises sur les autorités suisses, il a dû partir. Il a été quelque temps dans l'embarras, il s'est réfugié à Venise, sans argent, sans rien du tout. Il a essayé de trouver un poste quand même, et finalement, on lui a confié, pour une durée relativement courte, un poste d'administration,
qu'on appelait à l'époque la Régence de l'île de Sardaigne, où il s'occupait des affaires judiciaires de la Sardaigne. Et au bout d'un temps relativement court, on lui a proposé, il a accepté, d'être ambassadeur du roi de Sardaigne auprès du tsar à Saint-Pétersbourg. Alors ne pensez pas qu'être ambassadeur soit un rôle prestigieux, ça peut l'être, mais ambassadeur du roi de Sardaigne, le roi de Sardaigne, à l'époque où Napoléon était, on ne peut plus important, était quasi le maître d'une grande partie de l'Europe, la Sardaigne ne représentait quasiment rien du tout. Hein. Donc être ambassadeur du roi de Sardaigne, c'était pas grand-chose, d'autant plus que étant ambassadeur d'un pays qui avait peu de moyens, Joseph de Maistre à Saint-Pétersbourg avait très peu de moyens. Je crois qu'il n'avait qu'un valet, comme on disait à l'époque, hein. Et c'est tout. Hein. Donc il avait des conditions relativement modestes. Mais Joseph de Maistre avait une espèce de faconde, une espèce d'art de la parole. C'était un homme de salon, un homme malgré tout du XVIIIe siècle. Hein. Et il s'est très vite imposé dans les salons aristocratiques de Saint-Pétersbourg. Je vous rappelle, car c'est pas évident de nos jours, hein, mais qu'à l'époque, on parlait français à Saint-Pétersbourg. Les Russes entre eux, les Russes instruits, c'est-à-dire les Russes de l'aristocratie, entre eux parlaient français, hein, et utilisaient le russe, ils utilisaient moins le russe que le français. Hein. Voilà, ce qui explique d'ailleurs que certains auteurs russes ont écrit à l'époque directement en français également. Enfin bref, donc Joseph de Maistre est resté une quinzaine d'années à Saint-Pétersbourg. À plusieurs moments, il est devenu assez proche même du tsar lui-même. Hein. Le tsar a même sollicité les conseils de Joseph de Maistre pour avoir son sentiment sur l'état de l'Europe, etc. Donc Joseph de Maistre, en dépit de la modestie de ses moyens, a eu une position intellectuelle assez grande, assez importante, et il a tout de suite été le commensal, l'invité permanent de tout ce qu'il y avait comme salon aristocratique de Saint-Pétersbourg. Quand je dis aristocratique, hein, c'est pas du tout à prendre en mauvaise part. Je veux parler là de cercles qui étaient proches du tsar lui-même. Donc, tout ça pour vous dire que Joseph de Maistre a choisi comme titre de son livre majeur Les soirées de Saint-Pétersbourg, tout simplement parce qu'il a écrit ce livre-là en plusieurs années à Saint-Pétersbourg. Alors ce livre-là est assez intéressant à bien des égards, non seulement par son contenu, mais aussi par sa forme, parce qu'il est sous forme d'entretien entre trois personnages, un jeune influencé par les idées des Lumières, mais tout prêt à accepter les vérités catholiques, hein, un jeune de bonne volonté qui joue un peu le naïf, hein, et qui pose des questions, et puis deux autres personnages plus âgés, le sénateur qui représente un petit peu l'orthodoxie russe et en même temps un petit penchant vers l'illuminisme, vers l'ésotérisme, qui était d'ailleurs fort présent à Saint-Pétersbourg, hein, puisqu'il y a un certain nombre de personnalités qui étaient versées un petit peu dans l'ésotérisme, l'illuminisme, sans pour autant être adversaire ni du catholicisme ni de l'orthodoxie. Donc il y a le jeune homme, il y a le sénateur, il y a le comte qui représente plutôt Joseph de Maistre lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que ni les uns ni les autres ne prétendent affirmer quelque chose péremptoirement ou définitivement. On a l'impression que la vérité se glisse dans les interstices des entretiens, du dialogue, ce qui fait que Maistre, qui passe pour quelqu'un d'assez autoritaire dans ses idées, est malgré tout assez souple dans l'exploration des idées des autres et dans la réflexion en général. Alors, pour la clarté de l'exposé de cette troisième partie, je vais développer ça rapidement en 3 points, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Premier point, la création. Deuxième point, la chute. Et troisième point, retour vers Dieu. Ah, j'ai pris le plan de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, création, chute et retour vers Dieu. Donc, création, pourquoi? Parce que Joseph de Maistre, en tant que catholique, insiste beaucoup évidemment sur la création en montrant que Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, c'est très important puisque, rappelant ces vérités théologiques qui sont développées depuis longtemps dans la chrétienté, Joseph de Maistre va là tout à fait contre toute une partie de la philosophie des Lumières qui avait tendance à dénigrer l'homme pour le réduire à un simple mécanisme, à une simple machine. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos idées viennent des sensations, d'après certains philosophes des Lumières, et donc il n'y a rien en nous qui soit admirable, nous ne sommes qu'un mécanisme. Au contraire, Joseph de Maistre, lui, insiste sur notre dignité qui vient du fait que nous soyons à l'image de Dieu. Il reprend aussi une tradition très classique, puisque déjà dans Cicéron, on voit que l'homme s'élève au-dessus des animaux par son intelligence, et c'est l'intelligence de l'homme qui, précisément, fait qu'il est à l'image de Dieu et qu'il est, une créature digne tout autant que celle des anges. Donc, l'homme, finalement, est une créature remarquable, digne, et ça, c'est très important parce que souvent on présente Joseph de Maistre comme très sévère envers la nature humaine, mais si on oublie cela, son insistance sur la dignité de l'homme, ça serait prendre le risque de faire de lui quelqu'un qui serait comparable aux protestants, ce qui ferait hurler Joseph de Maistre, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était très hostile au protestantisme. Alors la chute, pourquoi la chute? Eh bien, pour Joseph de Maistre, la chute, évidemment, c'est la conséquence du péché originel, c'est-à-dire péché d'orgueil, révolte contre Dieu. Alors, nous savons que le baptême enlève le péché originel, mais il n'enlève pas certains effets du péché originel. Et selon Maistre, l'une des conséquences toujours présentes du péché originel, c'est d'affaiblir notre volonté. Alors, si notre intelligence montre notre dignité, notre volonté montre finalement notre faiblesse. On voit bien ça dans saint Paul. Je veux le bien que je vois et pourtant je fais le mal. Alors pourquoi faisons-nous le mal? Pourquoi sommes-nous portés au mal, selon Joseph de Maistre? Eh bien, c'est le péché originel qui a affaibli notre volonté. Alors, on a toujours de la volonté, bien sûr, mais cette volonté, elle est en quelque sorte abîmée. Alors, Joseph de Maistre consacre plusieurs réflexions sur les conséquences du péché qu'il présente à titre d'hypothèse. Il ne parle pas en dogmatique, il parle plutôt en philosophe. Pour lui, il y a eu plusieurs effets secondaires du péché originel, comme des péchés originels de second degré, en quelque sorte. Il parle du déluge. Alors, il faut dire, pour bien comprendre cela, qu'à la fin du XVIIIe siècle, on parlait beaucoup du déluge, parce qu'on essayait de concilier certaines découvertes de sciences naturelles, comme on dirait aujourd'hui, sur la découverte des fossiles dans les montagnes, etc., avec le récit biblique du déluge. Ça a donné lieu à toute une littérature qui est oubliée aujourd'hui, mais on ne peut plus intéressante. Donc pour Joseph de Maistre, le déluge, c'est une autre punition. Pour Joseph de Maistre, Dieu, après que Adam et Ève ont été chassés du paradis,
Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève, il les a aidés en leur donnant des connaissances, ce qui fait que Joseph de Maistre pense, comme certains à son époque, que au début de l'humanité, les gens avaient une certaine science, puisqu'ils étaient aidés par Dieu. Il pense qu'il y avait une espèce de richesse intellectuelle tout à fait aux origines de l'humanité, mais que les hommes, par orgueil, en ont abusé et que le déluge a été une punition pour châtier cet orgueil des hommes. Alors, une autre conséquence aussi, c'est Babel, l'épisode de Babel, avec la division de l'humanité en nations. Alors, ici, Maistre s'inspire un petit peu d'Origène. Origène avait fait quelques textes, des hypothèses sur Babel, en disant que la punition de Babel, qui a eu comme effet de disperser les hommes, eh bien cette dispersion des hommes est proportionnelle à leur participation à la construction de la tour. C'est-à-dire que selon qu'on a plus ou moins participé à la construction de la tour, on est plus ou moins éloigné de là où on était. Alors évidemment, Origène ne présente ça que comme des hypothèses, et non pas du tout comme une vérité dogmatique, beaucoup s'en faut. Alors Joseph de Maistre reprend un petit peu cette idée-là, en n'insistant pas trop, malgré tout, sur l'aspect punitif, mais en montrant que les nations ont quelque chose de positif dans la mesure où elles font partie des projets de Dieu. C'est-à-dire que l'existence géographique et historique des nations n'est pas le fait du hasard. Par exemple, Rousseau, dans son livre sur l'origine des langues, présente les différentes nations, ici ou là, comme étant là tout à fait par hasard. Il y a eu des tremblements de terre, des incendies, ce qui fait que les hommes ont fait telle ou telle migration, se sont installés ici, ils auraient pu s'installer ailleurs. Pas du tout pour Joseph de Maistre. Dieu a pensé, en quelque sorte, entre guillemets bien sûr, l'existence des nations, et les nations sont théologiquement importantes. Les nations sont comme des individus. De même qu'un individu, à sa naissance, sa jeunesse, sa maturité et sa vieillesse, il en est de même des nations. Elles ont leur enfance, enfin leur naissance, leur enfance, leur maturité, et bien souvent, pas toujours, leur décadence et éventuellement leur disparition. Donc il y a aussi une réflexion là-dessus. Alors les nations, je viens de le dire, peuvent dégénérer. On voit cela avec l'exemple de la Révolution française, qui est le point d'aboutissement de la décadence de la France d'avant-régime, enfin je veux dire des dernières années de l'Ancien Régime, décadence qui se montre par la modification des mœurs, la décadence des mœurs. Le haut clergé ne fait plus sa mission, les nobles et les gens riches cherchent avant tout le plaisir des sens, le jeu. On voit bien ça par exemple dans la littérature de l'époque, dans Manon Lescaut par exemple de l'abbé Prévost, le jeune chevalier des Grieux passe son temps à jouer, au jeu. Pour ce qui est des mœurs, on voit ça dans Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, avec la séduction des femmes comme une espèce de jeu que font les hommes pour se divertir. Donc la dégradation des mœurs est un indice évidemment pertinent de décadence. La dégradation de la langue est un autre indice. Joseph de Maistre montre que lorsque l'on constate une dégradation de la langue, cette dégradation de la langue indique toujours une décadence de la société qui parle cette langue. Et inversement, quand une société est florissante, quand une société est rayonnante, sa langue l'est également, comme c'était le cas, par exemple, sous Louis XIV. Voilà. Bien, alors donc, pour
résumer ce petit point sur la chute, ce qui compte, c'est que l'homme continue d'une certaine manière à être vicié par le péché originel, ce qui fait que ça l'amène, s'il ne se reprend pas, à glisser vers l'animalité, hein, c'est-à-dire, comme je le disais il y a un instant, à privilégier les plaisirs sensuels, à privilégier l'égoïsme, à privilégier finalement tout ce qui peut rapporter de l'argent ou de la gloire, etc. Enfin bref, ce sont tous les péchés qui ont déjà été énumérés depuis longtemps par l'Église, et effectivement les dernières années de l'Ancien Régime montrent que ces péchés sont portés à l'extrême, du moins dans la haute société. Alors, la création, la chute, mais il y a le retour vers Dieu, car Dieu n'abandonne pas les nations. S'il les punit, c'est bien pour les régénérer, hein, c'est-à-dire pour les revivifier. Hein. Et comment cela est-il possible? Eh bien, par les châtiments. Hein. Et au XIXe siècle, souvent, on présentait Joseph de Maistre hein, comme l'écrivain des châtiments, hein, puisque Joseph de Maistre indique que, viciés que nous sommes par les effets du péché originel, notre nature nous pousse vers le mal et qu'on a besoin d'une répression, c'est-à-dire qu'on a besoin de juges qui puissent nous condamner si on transgresse les lois, et il faut châtier les coupables. Thomas d'Aquin disait la même chose d'ailleurs hein, dans la Somme contre les gentils. Joseph de Maistre insiste sur la publicité des châtiments, c'est-à-dire que un châtiment n'est pas simplement fait pour punir celui qui est sur le supplice, hein, il sert aussi à l'éducation de ceux qui en sont témoins. Dans les soirées de Saint-Pétersbourg, il y a un passage qui était célèbre autrefois à tel point qu'on le mettait dans les manuels scolaires, enfin, il y a assez longtemps, hein, plus maintenant. Hein. C'est la description qu'il fait du bourreau. Il dit voilà, c'est un être étrange, impitoyable, personne ne lui parle, etc. Il fait peur à tout le monde. Mais, dit Joseph de Maistre, c'est un élément indispensable dans tout état. Hein, il faut que le crime soit puni. Hein, il faut qu'il soit puni. Sinon, c'est la décadence de la société. Et il faut toujours punir, en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc ça peut donner une impression assez sombre de Joseph de Maistre, mais il ne faut pas oublier que le but, hein, comme je viens de le dire, c'est la régénération. C'est le fait d'amender les gens, de les rendre meilleurs, soit le condamné lui-même, si c'est un autre châtiment que la peine de mort, soit le public pour l'effrayer en quelque sorte par les châtiments. Alors, les juges punissent les crimes individuels et avec la Révolution dont je vous ai parlé tout à l'heure, Dieu punit aussi les nations. La Révolution est un châtiment, mais les guerres le sont également. Donc là aussi, c'est une théorie qui a souvent été jugée scandaleuse par les commentateurs de Joseph de Maistre. Comment dire que la guerre est voulue par Dieu? Comment peut-on concilier la présentation d'un Dieu bon et le fait que Dieu permette la guerre? Eh bien oui, Joseph de Maistre dit que la guerre a quelque chose de divin. Alors il explique que la guerre, si on la regarde bien, elle a quelque chose qui dépasse la raison. Hein. Souvent on se déclare la guerre pour des motifs quelquefois un peu futiles, bon, quelquefois pour des motifs graves, mais que quand il y a guerre, les gens ne rechignent jamais à aller au combat. Hein. Par exemple, Joseph de Maistre dit que
le tsar Pierre Ier a eu beaucoup plus de difficultés à faire couper la barbe des Russes que à leur imposer d'aller à la guerre. Dès qu'un roi dit qu'il faut aller en guerre, bon, les gens partent tout de suite. Il y a aussi une gloire qui est attachée à la victoire, à la guerre. Alors Joseph de Maistre dit, mais comment est-ce possible? Comment massacrer des innocents, des gens que nous ne connaissons pas? Comment tout cela peut-il apporter de la gloire, puisqu'en fait, ça va contre la raison que de massacrer d'autres gens. Eh bien, c'est pourtant ce qui se fait, c'est pourtant ce qui arrive. Et donc, il y a quelque chose qui dépasse la volonté humaine dans la guerre. Et Joseph de Maistre évoque aussi les batailles, les victoires. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Joseph de Maistre était bien placé pour parler de la guerre, puisqu'il avait son propre fils qui était officier dans l'armée russe et qui a participé à des combats contre Napoléon lors de la campagne de Russie. Donc Joseph de Maistre se tenait au courant évidemment de tous les événements militaires qui ont fait la campagne de Russie. Donc comment expliquer le dénouement de certaines batailles? Joseph de Maistre, en prenant certains exemples, dit qu'il y a eu telle ou telle bataille, mais pourtant le résultat était indécis. Et puis subitement, il y a un camp qui dit j'ai gagné. Et puis l'idée s'impose qu'il y a eu une victoire, alors que si on regarde les combats, mathématiquement, on pourrait dire que ni l'un ni l'autre n'ont gagné, mais on s'attribue telle ou telle victoire, et de fait, on a gagné. Donc il y a un petit quelque chose de mystérieux dans la guerre, et c'est pour ça que Joseph de Maistre y voit un châtiment divin, alors là encore pour régénérer les nations. Alors il a une phrase très dure, puisqu'il compare Dieu à un jardinier qui émonderait les branches d'un arbre pour que cet arbre profite en quelque sorte, mais évidemment pour les branches coupées, c'est évidemment douloureux, comme le sont les batailles pour les soldats qui y meurent. Mais toujours est-il que lorsqu'une nation est à un certain point d'incrédulité ou de décadence, une guerre peut la régénérer. Alors je dis peu, car quelquefois, il se peut que telle ou telle nation disparaisse définitivement. Maistre note qu'il y a des guerres infâmes, enfin, qui sont peu glorieuses, d'autres guerres, au contraire, qui ont donné des résultats en sens inverse. Voilà. Donc, il y a la punition divine par la guerre, par la révolution, par les fléaux naturels aussi. Les fléaux naturels, alors ça, c'est une idée qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, mais c'est une idée qui était assez disputée à l'époque, et même avant Joseph de Maistre, parce que si on remonte par exemple au milieu du XVIIIe siècle, le fameux tremblement de terre de Lisbonne avait amené beaucoup de polémiques. On se disait, mais comment Dieu a-t-il permis que toute une population disparaisse? Comment se fait-il que des innocents aient péri en même temps que des coupables, puisque quand une ville est détruite, tout le monde y passe, on ne fait pas exception de personne. Alors, Joseph de Maistre se livre aussi à une réflexion sur les justes et les méchants. Il se pose la question, comment se fait-il que souvent on a l'impression que les justes souffrent, sont persécutés, et que les méchants prospèrent. Donc Joseph de Maistre répond que la question d'abord est mal posée, que tout homme en tant qu'homme est sujet aux maladies, aux accidents, etc. Et donc c'est une espèce de loterie qui tombe sur tout un chacun. Mais Joseph de Maistre montre que cette réponse est insuffisante, car si on va plus loin, on s'aperçoit que d'abord que les coupables ne sont jamais sur récompense, mais ça c'est une réponse classique. Mais Joseph de Maistre ajoute que, en fait, le juste, en souffrant, en quelque sorte, prend sur lui une part des châtiments des coupables.
C'est ce qu'il appelle la réversibilité des mérites, c'est-à-dire qu'un innocent qui souffre, et même qui souffre volontairement, en quelque sorte dilue, si je puis employer ce mot, la colère divine, un petit peu comme un enfant sage intercéderait auprès de son père pour défendre son frère qui a fait une bêtise en quelque sorte. Bon, la comparaison évidemment est ici faible par rapport à l'enjeu du débat, mais cette réversibilité des mérites montre que quelqu'un qui prie, par exemple, en priant, il atténue en quelque sorte la colère divine, et s'il prie pour que quelqu'un qui a fait des fautes soit pardonné, sa prière a de l'importance. Sa prière a de l'importance, et Joseph de Maistre, de toute façon, insiste énormément sur la fonction de la prière. Une nation qui prie, par exemple, sera beaucoup plus forte qu'une nation qui oublie la religion. Voilà. Cette réversibilité des mérites, donc, c'est le juste qui, soit en souffrant, soit en priant, soit les deux en même temps, intercède en quelque sorte pour les coupables et quelquefois permet leur conversion. Voilà. Donc c'est l'idée, en fait, aussi de sacrifice. C'est l'idée d'expiation. L'expiation, c'est la punition volontairement acceptée, ou si on n'est pas coupable, de prendre sur soi la punition des autres aussi. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect dans la réflexion de Joseph de Maistre. Alors je termine sur un autre point. À propos d'un livre posthume ou presque posthume, parce Joseph de Maistre a quand même participé à la correction des épreuves, il s'agit du pape. Joseph de Maistre a écrit un livre du pape, et dans ce livre-là, il défend l'infaillibilité pontificale. Alors, vous savez que l'infaillibilité pontificale a été érigée en dogme lors du Concile Vatican I en 1870. Mais on ne doit pas chercher, malgré tout, chez Joseph de Maistre, les antécédents de cette théorie. Alors, bien sûr, il y participe, mais ses arguments ne sont pas théologiques, ou peu théologiques. Il établit l'infaillibilité sur le modèle de la souveraineté du roi, c'est-à-dire qu'il faut une autorité. Alors la véritable autorité, évidemment, elle dépend de Dieu. Le roi est le lieutenant, en quelque sorte, de Dieu, mais il faut qu'il y ait une autorité qui ne soit pas contestable, en quelque sorte. Et donc celle du pape. Alors bien entendu, lorsque le pape parle ex cathedra, et non pas pour les propos ordinaires de la vie de tous les jours, ou pour de simples propos politiques. Lorsque le pape parle en tant que pape ex cathedra pour parler de ce que l'on doit croire, le pape est infaillible. Alors Joseph de Maistre essaye de faire une histoire des conciles en montrant que pour qu'un concile soit valide, il faut qu'il y ait la présence du pape, il faut que les deux, en quelque sorte, soient ensemble, et ce faisant, il critique certains autres auteurs qui estimaient que les conciles tout seuls pouvaient, être au-dessus du pape. Non, pour Joseph de Maistre, l'Église catholique doit avoir un pape fort. Alors, n'oublions pas qu'à l'époque de Joseph de Maistre, en France, par exemple, c'était l'Église gallicane qui prévalait, c'est-à-dire que chaque Église nationale avait une autorité qui, quelquefois, limitait l'autorité papale. Par exemple, certaines bulles dans l'Ancien Régime, certaines bulles du pape n'avaient pas été appliquées en France car l'Église française avait passé outre. Donc Joseph de Maistre pense que le pape devrait avoir un rôle important en Europe,
que l'Europe devrait être faite de royaumes chrétiens, et que le pape serait en quelque sorte l'arbitre en cas de conflit, et que le pape pourrait aussi excommunier tel ou tel roi, ou inciter à ne plus lui obéir si ce roi était en rupture avec la religion catholique. Donc ça c'est assez important. Alors pour comprendre Joseph de Maistre, il faut ici se remettre dans le contexte. Il valorise le pape à une époque où le pape, du moins en France, avait moins d'autorité qu'il n'en aura par après. Alors Joseph de Maistre aussi fait l'éloge des papes qui ont lutté contre l'islam. Joseph de Maistre insiste beaucoup sur l'incompatibilité entre la religion chrétienne et l'islam. Il dit que les papes du Moyen-Âge ont bien fait d'appeler aux croisades, et il se désole qu'il n'y ait pas eu d'union entre les princes d'Orient et les princes d'Occident pour lutter plus efficacement encore contre l'islam qui, d'après lui, est un danger concernant la chrétienté. Alors je note entre parenthèses que Joseph de Maistre n'a pas eu toujours la même opinion à propos de l'islam. Dans sa jeunesse, au tout début, comme Rousseau, il pensait que l'islam, finalement, avait sa raison d'être, que c'était un exemple de bonne organisation, etc. Mais en Russie, Joseph de Maistre a connu beaucoup de militaires et de diplomates qui ont eu affaire à la Turquie, et donc il connaissait bien la religion musulmane, et c'est en Russie, vraisemblablement, que Joseph de Maistre s'est aperçu du danger que représente l'islam vis-à-vis de la chrétienté. Alors, je devine une question que vous pourriez me poser. Que penserait Joseph de Maistre du pape actuel? Alors, on ne va pas faire d'anachronisme, évidemment. Sachez quand même qu'il y a eu que lorsque le pape, alors je me souviens plus, je suis pas très bon dans les noms, je crois que c'est Pie VII, mais je ne suis pas, il faudrait vérifier. Vous savez, quand un pape est venu pour le sacre de Napoléon, Joseph de Maistre a considéré que c'était un scandale, parce que pour Joseph de Maistre, Napoléon Ier était l'héritier de la Révolution et donc de la philosophie des Lumières. Et Joseph de Maistre a dit dans une de ses lettres « Je souhaite la mort du pape, car ce qu'il va faire est scandaleux. Je souhaite la mort du pape comme je souhaiterais la mort de mon propre père si jamais mon père venait à se déshonorer demain. » Bon, alors je ne dis pas que c'est la pensée ultime de Joseph de Maistre, c'est sans doute un moment de colère qui lui a fait écrire ces lettres-là. Enfin, cette lettre, je rappelle que c'est une lettre privée et non pas dans un texte publié. Donc Joseph de Maistre n'envisage pas la possibilité que le pape soit lui-même hérétique, de même qu'il n'envisage pas qu'un roi puisse vouloir du mal à son propre royaume. Alors, c'est normal qu'il n'envisage pas cette possibilité-là, parce que si cette possibilité-là était codifiée, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose au-dessus du pape et qu'il y a quelque chose au-dessus du roi pour pouvoir passer outre son autorité. Alors la réponse de Joseph de Maistre, elle est tacite, c'est-à-dire que si les choses se passaient mal théologiquement, soit concernant le pape, soit politiquement concernant un roi qui ferait du mal à son propre royaume, les faits d'eux-mêmes trouveraient leur solution sans qu'il soit besoin de les théoriser, parce qu'ils ne sont pas théorisables, en quelque sorte. Oui, on ne peut pas mettre de règles qui seraient au-dessus ni du pape ni du roi. Alors voilà quelques points concernant Joseph de Maistre. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire. J'espère que je n'ai pas été trop confus dans ma présentation de cet auteur. Alors, je rappelle que Joseph de Maistre n'est pas un théologien au sens technique du terme, même si j'ai appelé ma thèse Théologie de Joseph de Maistre,
je prends ici le mot théologie dans un sens très large, au sens de philosophie religieuse, et non pas au sens de la théologie technique, celle qu'on apprend dans les séminaires, bien sûr. Hein. Donc Joseph de Maistre est un homme du monde, c'est un homme de conversation, c'est un homme aussi qui écrit bien, et ça a fait partie de son succès. Certains commentateurs ont dit que c'était le Voltaire du christianisme, si tant est que l'expression ait un sens, mais il y a une espèce de verve dans la prose de Joseph de Maistre, une espèce de pugnacité aussi, qui dégage un certain charme, et ça a été pour beaucoup dans le succès des œuvres de Joseph de Maistre. Il a une prose incisive, et c'est pour ça que autrefois, on pouvait, enfin il y a déjà une certaine époque, on pouvait voir quelques extraits de Joseph de Maistre dans les manuels scolaires littéraires, dans les histoires de la littérature. Alors, bien évidemment, c'est plus le cas aujourd'hui, vous vous en doutez, mais c'est la preuve que son style était assez bon, si j'ai pu m'exprimer ainsi, pour être dans les encyclopédies et les manuels scolaires. Alors voilà pour Joseph de Maistre. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Oui. Et si jamais vous voulez intervenir, ce sera avec plaisir que j'essaierai de répondre à d'éventuelles questions.